Bonjour à toutes et à tous. Donc il me revient la rude tâche de conclure et de conclure plus rapidement que je ne l'avais prévu. Donc je vais essayer de résumer très très fort ce que je voulais vous dire. Mon sujet c'est, si je peux avoir, j'appuie sur Next, mais si je peux avoir ma présentation s'il vous plaît. Ah, je ne la voyais pas, pardon, je n'ai pas de retour. Me voilà. Et donc, je voulais vous parler, moi, du sujet du confort d'été dans les villes. Sophie Roy, ce matin, a évoqué l'effet d'îlot de chaleur urbain. Nos centres urbains sont beaucoup plus exposés à des événements extrêmes et notamment des événements de chaleur et notamment de chaleur nocturne. Je ne détaillerai pas la raison, mais en tout cas, c'est un événement. Et la bonne nouvelle que je voudrais vous partager, c'est que les villes françaises, mais évidemment les villes allemandes, belges, luxembourgeoises ou encore anglaises, italiennes, espagnoles, agissent et trouvent des solutions et ne sont pas inactives. La première des choses, c'est de se dire que le rôle de la végétation est absolument majeur. La végétation apporte de la fraîcheur en ville et les centres urbains denses, ce sont tous mes exemples, mais ils sont des exemples qui sont adaptables aussi pour les villes moyennes et les petites villes. Eh bien, l'exemple par exemple du Grand Lyon qui a adopté son plan canopé qui vise à augmenter la surface de l'ombrage apporté par les arbres sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon de 3% en 10 ans. Ça nécessite de planter énormément d'arbres ou d'arrêter de les tailler systématiquement et ça nécessite aussi de mobiliser beaucoup plus d'acteurs privés que d'acteurs publics. Mais c'est un objectif extrêmement ambitieux et qui s'accompagne de la disponibilité en eau, car le deuxième effet de cette canopée, c'est de pouvoir évapotranspirer, d'être des véritables pompes à eau pour rafraîchir l'air ambiant. Dans un épisode de canicule, les arbres arrêtent d'évapotranspirer. Là, au Grand Lyon, on étudie la possibilité d'infiltrer les eaux, de les stocker pour pouvoir éventuellement réalimenter les arbres en été, de manière à gagner encore quelques dixièmes de degrés de fraîcheur. Troisième élément au Grand Lyon, c'est la diversification des essences plantées, ne plus avoir d'alignement monospécifique et de faire le pari de la diversité des essences pour avoir une forme d'assurance survie dans un climat d'incertitude. Dans une ville par nature très minérale, l'enjeu c'est aussi de désimperméabiliser et de végétaliser massivement. Ici, je vous emmène à Strasbourg avec un exemple très simple, mais il y en a beaucoup plus sur le territoire. Ici, vous avez un élément de trottoir qui n'est pas totalement utilisé ou inutilisé. Les citoyens ont demandé à faire un petit jardin devant. Voilà, en 2014, ce jardin est créé. Il va être entretenu par les habitants, ce qui est une charge financière en moins pour la collectivité. Voilà en 2017 la photo que j'en ai faite. Ça va très très vite, c'est très facile. Et quand vous le démultipliez par une population et des acteurs publics et privés, ça donne vraiment un mouvement d'ampleur. À Lille, où la place manque et où les rues sont en canyon et donc sont très très propices à la réflexion de l'énergie dans la journée et au stockage de la chaleur par les matériaux des bâtiments, ce qui donne des nuits très chaudes, eh bien depuis plus de 20 ans, on fait l'opération Verdissons nos murs. On ouvre des petites fosses de trottoir et on plante des plantes grimpantes extrêmement simples, faciles, pas chères. Et ces dernières années, on est à 400 fosses de trottoir chaque année qui sont réalisées à Lille. Et puis, ça, c'est aussi un travail sur l'ensemble des bâtiments publics, dont les écoles. Et à Lille, d'ici la fin de l'année 2021, on aura désimperméabilisé et végétalisé l'ensemble des cours d'école, partout où c'est possible, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est 100% de chaque cours qui est désimperméabilisé et végétalisé, mais enfin, c'est un mouvement vraiment d'ampleur. Enfin, bien sûr, la nature, elle permet de stocker les eaux de pluie et je vous emmène ici à Rennes où, dans le quartier de la Courrouze, la gestion
gestion des eaux pluviales se fait de manière naturelle. Ici, c'est une prairie, mais c'est aussi une infrastructure de stockage des eaux d'orage. C'est le deuxième élément que nous connaissons, c'est l'augmentation des événements extrêmes. Nous allons avoir, y compris, beaucoup plus d'orages très violents en été. Et la question du ruissellement des eaux pluviales est une question majeure. Bien évidemment, on peut le faire aussi avec des sols perméables et des fossés. Et enfin, l'infrastructure verte la plus efficace pour climatiser la ville chaude de l'été, à part les cours d'eau, c'est la mare. Et ici, dans la métropole normande de Rouen-Normandie Métropole, depuis une décennie, on développe, on restaure, on crée des mares avec les acteurs publics et privés en réseau, à la fois pour la fraîcheur, mais évidemment pour l'ensemble du cortège, des amphibiens, des oiseaux, des insectes qui vont pouvoir en profiter. Et toutes ces mares sont aussi des véritables éponges pour participer à la gestion du ruissellement. Alors, on a beaucoup parlé du développement des toitures végétalisées comme des solutions pour le stockage des eaux de pluie, le développement de la biodiversité urbaine, voire le rafraîchissement. Ce n'est pas une solution nouvelle. Pensez aux traditions scandinaves ou encore à notre architecture militaire partagée où on utilise la végétation et les sols pour protéger les bâtiments. Eh bien, nous avons fait une étude de 3 ans sur 36 toitures de la métropole du Grand Paris sur toute une série de services écosystémiques supposés. Pour le rafraîchissement, ce n'est pas encore du tout avéré. En revanche, pour le stockage des eaux de pluie, on a démontré qu'on peut stocker des pluies décennales qui tombent sur les toitures à condition d'avoir un substrat de qualité la plus proche d'un milieu naturel, d'une terre végétale, et une épaisseur suffisante d'au moins 25 cm. À ces conditions, on a un vrai service rendu de rétention des eaux pluviales et puis des bénéfices associés pour la biodiversité. Je vous ai mis de nombreux liens vers des ressources. Je vous inviterai à les regarder puisque je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Les conséquences des orages violents, c'est évidemment, avec le ruissellement, le risque d'inondation qui est aggravé par la canalisation de nos rivières urbaines. Et il y a un mouvement de réouverture de ces rivières, ici à Saint-Étienne Métropole, qui permet notamment de rétablir des zones d'expansion des crues qu'on peut faire par de la restauration, mais aussi par de la protection des milieux. Il est extrêmement important de se dire que nous ne pouvons plus perdre des milieux humides, des zones humides, des forêts alluviales. Ce sont des éléments de nature qui sont indispensables à la protection maintenant des biens et des personnes dans notre tissu urbain. Donc là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il ne suffit plus d'aménager nos espaces, il faut aussi continuer à renforcer la protection. Et ici, à Strasbourg, on rend de nouveau fonctionnel la forêt alluviale. Un autre exemple à Strasbourg d'aménagement en prenant en compte le risque d'inondation. Là encore, je n'ai pas le temps d'aller plus loin et je vous laisserai regarder les ressources. Et puis, enfin, on entend, et on le dit beaucoup, que la végétation permet de stocker du carbone. Et là, je voudrais vous dire que, néanmoins, ce n'est pas en plantant des micro-forêts dans nos villes que nous allons résoudre la question de nos émissions de carbone et en aucun cas compenser. Donc il faut bien se dire que nous devons tout réduire et que nous ne pouvons, si nous voulons planter des micro-forêts, moi je dis micro-forêt, c'est un bois, c'est un bosquet, c'est un petit boisement, dans nos villes, elles vont avoir de toute façon, nos arbres urbains, une durée de vie beaucoup plus faible qu'un arbre dans une forêt, parce que les contraintes sont beaucoup plus fortes. Donc le stockage de carbone par la plantation en milieu urbain n'est pas quelque chose sur lequel il faut vraiment compter. En revanche, la dynamique populaire, la dynamique citoyenne qui trouve du sens, et je rebondis sur ce que disait Madame Jousseaume, c'est de trouver du sens, ça c'est important, mais encore là, faut-il ne pas être raisonnable dans les coûts et ne pas se lancer dans des opérations dont l'intérêt financier, dont l'intérêt est quand même, sont parfois très coûteuses. Et je voudrais finir en vous disant que l'important sur le stockage de carbone, c'est l'empreinte écologique globale. Et je vous emmène à Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne, où on a vraiment
vraiment un très bon exemple d'éco-construction avec une école construite en matériaux biosourcés sur un bâtiment existant avec des matériaux recyclés, ressourcés, de la botte de paille porteuse et avec de la ventilation naturelle et une participation de l'ensemble de la communauté éducative à la construction comme à la vie du bâtiment. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Je suis obligé d'aller très vite. J'espère que j'ai rempli le contrat et je vous invite à regarder un peu. Toutes ces actions sont issues d'un concours que nous organisons en France depuis 10 ans pour les communes et les intercommunalités qui s'appelle le concours Capitale française de la biodiversité. Le thème de cette année, avec un palmarès qui va arriver dans une petite dizaine de jours, c'est eau et biodiversité. L'année prochaine, paysage et biodiversité. Et c'est une machine à récolter les bonnes pratiques. J'espère qu'on aura d'autres occasions de vous montrer ce que font les villes moyennes, les villages, les intercommunalités, en plus de ce que font les grandes villes. Merci beaucoup. Gilles Leclerc, merci beaucoup. Avec plaisir. Gilles Leclerc wird nachher am Nachmittag Ihnen noch weitere... Gilles Leclerc vous donnera d'autres exemples cet après-midi à partir de 13h30. Il y a donc encore des manifestations virtuelles et Gilles Leclerc sera présent lors d'une de ces conférences. Donc je propose qu'on garde les questions pour cet après-midi. Voilà. Maintenant, je voudrais remercier tous les participants qui étaient là au cours de cette matinée, à tous les intervenants. Donc, je vais lire mon texte, sinon je vais oublier quelqu'un. Alors, le plus important, il y aura un repas. Vous pouvez visiter les locaux. Monsieur Bail nous a donné l'autorisation de visiter cet endroit ici et je vous le conseille vivement. À 13h30, donc on continue avec le programme virtuel comme prévu. Donc, vous pouvez vous connecter sur vos ordinateurs ou vous pouvez rester dans la salle ou à côté pour suivre les interventions et vous pouvez participer au chat. Pour ceux qui maîtrisent la langue française, l'après-midi commence déjà. Donc, la comédienne Stéphanie Félix a déjà présente hier et elle va donc faire le résumé de la journée d'aujourd'hui et de hier. Ensuite, il y a les salles virtuelles. Il s'agit donc d'aborder des sujets que M. Leclerc a également abordé. Il s'agit du confort d'été. On parle de la ville de 15 minutes, donc avec des trajets de 15 minutes. Ensuite, on va parler des enveloppes de bâtiments, comment améliorer le confort thermique. Et ensuite, on va parler aussi des technologies qui permettent d'améliorer le confort d'été. La deuxième partie de l'après-midi sera consacrée entre Transolar, Terra Énergie. Donc, ce seront des techniciens qui proposent des systèmes et qui vont nous montrer comment la technologie et la technique peut évoluer. Et Bertrand Chauvet parlera des aléas climatiques. Comment les risques climatiques et les territoires résilients, donc les façons d'aborder ces risques dans d'autres pays et notamment dans les pays d'outre-mer. Je vous souhaite un après-midi passionnant et si vous avez du mal à vous décider ou si vous avez raté quelque chose, vous avez aussi l'occasion de suivre encore pendant 6 mois toutes les interventions de son congrès sur la plateforme. Et maintenant, je remercie très chaleureusement tous les intervenants, toutes les intervenantes, mais je remercie également toute l'équipe, Madame Palzer, Madame Arndt, Madame Banner, donc de l'ordre d'architectes qui ont organisé ce congrès qui a eu lieu aujourd'hui ici. Un grand merci pour leur travail, ça a vraiment été un très bel événement. Merci aussi aux 2 interprètes qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours. Merci aussi à tous les participants ici sur place. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et pour ce que je retiens, pour terminer, on peut être optimiste par rapport à l'avenir. Il y a des défis, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les relève pas. Et ma dernière phrase ici est la suivante. Donc, tout d'abord, bon appétit. Et ma toute dernière phrase, c'est « Vive le bâtiment durable ». Je vous remercie.